Bonjour à tous. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui effectivement de modérer. Aujourd'hui de modérer et non pas de consommer, m'a-t-on bien répété, cette troisième table ronde sur la célèbre, l'emblématique audience de plaidoirie dans les procédures orales. Vaste thème qui, je dois vous l'avouer, m'est apparu personnellement un des thèmes les plus difficiles à traiter dans ce colloque, tant la question de l'oralité ne devrait pas, a priori, poser de difficultés dans les procédures orales. Et elle devrait d'autant moins en poser que le Code de procédure civile affirme avec une extrême sobriété que lorsque les parties n'ont pas à constituer avocat, la procédure est orale. Mais à y regarder de plus près, lorsque ce Code de procédure civile évoque les débats, ce n'est pas tant l'oralité qu'il consacre, mais les modalités d'organisation de l'audience qui n'est plus centrée désormais sur une présence obligatoire des parties. Et lorsqu'il institue le régime de ces procédures, c'est pour y introduire de plus en plus la possibilité de recourir à l'écrit. Ainsi, même dans les procédures orales, la question de l'audience et de l'oralité est questionnée depuis assez longtemps. Ce questionnement nous a conduit donc à la revisiter l'audience en changeant peut-être de perspective à l'aune de l'évolution récente de la procédure civile qui réintroduit le justiciable et qui renouvelle sa parole dans la conduite du procès. Revisiter l'audience, c'est réinterroger ici, et peut-être plus qu'ailleurs, le sens et l'utilité de l'audience au regard notamment de sa finalité première qui est de permettre l'accès à un juge. C'est également interroger le sens de l'écrit et de l'introduction de l'écrit dans ces procédures dites orales et se pencher sur cette variable orale écrit pour peut-être dépasser la dichotomie et enfin construire, dépasser cette dichotomie pour reconstruire le débat, assurer sa vitalité et également garantir les rebondissements qu'il peut susciter précisément dans ces procédures. Alors, je rentre là dans le vif du sujet et je vais passer la parole à nos brillants intervenants qui, par leur regard croisé, vont revisiter cette audience. Tout d'abord, et notamment sur le sens et l'utilité de l'audience, je passerai la parole à Soraya Amrani, mais qui, je ne la présente plus, est agrégée, professeure de droit de Sciences Po et directrice du master contentieux économique et arbitrage. Je passerai ensuite la parole aux praticiens, tout d'abord aux juges et aux greffiers, respectivement à M. Clément Bergère, président du tribunal judiciaire de Sens, précédemment vice-président du tribunal judiciaire de Bobigny et président de chambre civile. Ensuite, Madame Maude d'Auvergne, qui vient récemment de sortir de cette prestigieuse école et qui est aujourd'hui greffière au pôle de l'urgence civile du tribunal judiciaire de Paris. Et enfin, comme il se doit, la parole à l'avocat, à David Van der Vliest, qui est avocat au barreau de Paris et qui intervient exclusivement en droit du travail et droit de la sécurité sociale, mais qui intervient également dans le cycle de formation continue de l'ENM sur la procédure d'appel et qui va nous permettre de parler de son expérience et de sa pratique des juridictions prud'homales.
Soraya, à toi la parole. Merci beaucoup, Maya. À nouveau, je suis très contente d'être là. Je ne répéterai pas la même chose. Non, c'est très intéressant de parler de l'audience, même si je dois dire que la question du renouveau de l'audience en procédure pénale, en procédure orale m'a laissé un peu. On a tous été un petit peu étonnés de l'intitulé du sujet, mais en réalité, il nous semble qu'il est extrêmement intéressant. Alors, quand on parle d'audience, on parle du fait d'être entendu, écouté, et c'est très important puisque l'on pense au droit d'être entendu du justiciable. On a souvent tendance à penser que l'audience est faite au service du justiciable. Évidemment, oui, ce n'est pas moi qui dirais le contraire, mais pas seulement. Il faut s'attacher à la force symbolique de l'audience et considérer en réalité que l'oralité, que l'audience sert tout autant la légitimité de l'institution judiciaire que le justiciable. Si on se rappelle la loi Salic, la première infraction qui était prévue dans la loi Salic, c'était le fait de ne pas comparaître. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les justiciables comparaissent en justice, parce que c'était une manière de reconnaître l'institution judiciaire, ce qui permettait ensuite de légitimer l'abandon de la vengeance privée. Donc l'audience, c'est quand même la rencontre du justiciable et de l'institution judiciaire. Le justiciable a le droit d'être entendu et il a aussi le droit de voir la justice être rendue. Donc, ce qui est très important, c'est que quand on pense le délitement un petit peu de l'audience auquel on assiste aujourd'hui, ben, c'est aussi le délitement de la légitimité de l'institution judiciaire qui est en cause. Donc, c'est vrai que cette question de l'audience, elle est absolument fondamentale, elle est centrale. Et d'ailleurs, il y avait eu un rapport du Conseil national des barreaux sur l'audience qui insistait beaucoup sur cette fonction symbolique, démocratique de l'audience. C'est un moment charnière, c'est un moment de rencontre des citoyens avec leur justice, et supprimer l'audience me semble que c'est un moyen de rompre le contrat social et de rompre la confiance qui est mise dans l'institution judiciaire. Le contrat social, c'est de renoncer à de la liberté pour plus de sécurité. Si on ne voit pas justice être rendue, ça commence à devenir un peu compliqué. Je me souviens d'un colloque qu'on avait organisé à l'ENM sur l'obsolescence des juges, à l'ENM, et j'avais cité Audiard qui disait « La justice, c'est comme la Sainte Vierge, on y croit sans la voir, mais à force, le doute s'installe ». Donc, l'audience est véritablement un moment très important. Il faut s'en souvenir, un droit à une audience. Ce droit à l'audience, il est reconnu. Henri Motulski, qui est un petit peu le père fondateur de la procédure civile en France, qualifiait le droit à être entendu de droit naturel. On en a la trace aujourd'hui à l'article 14 du Code de procédure civile qui nous dit « Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou du moins appelé ». C'est un principe fondamental. La Cour de cassation, dans un arrêt d'assemblée plénière du 24 novembre 1989, a reconnu le droit à un débat oral. Et la Cour européenne des droits de l'homme elle-même, dans l'arrêt Stanford contre Royaume-Uni du 23 février 1994, reconnaissait le droit de participer réellement, et dans l'effectivité ici, comme toujours, le droit de participer réellement à un procès, y assister, entendre et suivre les débats. Et en l'occurrence, c'était une personne qui avait un problème pour entendre ce qui se passait à l'audience du fait de l'acoustique de la salle d'audience, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Et plus récemment, on a vu dans la période post-Covid que le Conseil constitutionnel a dû intervenir pour insister aussi sur cette effectivité de l'audience et insister sur le fait que l'on ne pouvait pas imposer la suppression de l'audience. Et si dans la QPC du 19 novembre 2020, il a validé constitutionnellement la possibilité de ne pas avoir d'audience en période Covid, c'est en mettant énormément de conditions. L'état d'urgence sanitaire, le besoin de préserver la continuité du service public de la justice, la faculté pour le juge d'accéder ou pas. Donc toutes ces conditions qui ont été mises dans la QPC du Conseil constitutionnel montrent bien qu'il y a un droit fondamental à être entendu. Sauf que ce droit à l'audience, dans les procédures orales particulièrement, puisque c'est notre sujet, il est largement bousculé. Et je dirais principalement pour deux raisons. J'ai un temps limité, donc je me limite à deux raisons. La première, c'est une raison d'économie procédurale.
Comme le disait Antoine Garapon, la justice est face à des besoins infinis, des moyens finis, il faut donc faire des choix. Et le choix, malheureusement, et j'insiste, et je prends position, malheureusement, ce choix est souvent fait de faire l'économie des litiges dits de basse intensité. Et ces litiges de basse intensité concernent principalement les procédures orales pour considérer que ce temps d'audience, peut-être, n'est pas un temps utile, mais deviendrait pour des litiges de basse intensité, et j'insiste, financière, pas intellectuelle ou juridique, puisque les contentieux de la consommation sont quand même des contentieux à haute intensité juridique, eh bien, on pourrait faire l'économie de cette audience. Et cette économie de l'audience suppose effectivement le déploiement des PSA, des procédures sans audience, qui ne peuvent pas être imposées, mais qui sont tellement encouragées qu'un peu comme pour les modes amiables ce matin, on a un vrai droit promotionnel, puisqu'on a eu plusieurs décrets qui rappellent que l'on peut renoncer à l'audience. Si vous l'aviez oublié, on vous rappelle que vous pouvez renoncer à cette audience. Renoncer à l'audience ou passer par des audiences en visioconférence, notamment dans les procédures orales devant le tribunal de commerce, et passer à ce que l'on appelle, en droit ibéro-américain, peu importe, l'oralité secondaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une oralité primaire en présentiel, mais une oralité seconde à distance avec la barrière de l'écran. Et cette économie procédurale pose question lorsque l'on est face à des justiciables en situation de vulnérabilité pour lesquels l'absence d'audience physique, l'absence de contact physique avec le juge peut être une difficulté, et lorsque l'on est face à des contentieux où on va orienter ou fortement vous inciter, en soulignant que dans ce cas-là, la procédure sera plus rapide, à avoir une procédure totalement dématérialisée, déshumanisée. Donc la première raison, c'est une raison d'économie procédurale, qui d'ailleurs n'épargne pas les procédures écrites, mais je ne mords pas sur la table ronde suivante. La deuxième raison, c'est une question plus de diversité procédurale. Il me semble que les procédures orales souffrent d'un mal essentiel qui est qu'elles sont envisagées comme un bloc, comme s'il y avait une unité des procédures orales. Or, qu'y a-t-il de commun entre une procédure orale devant un juge des contentieux de la protection, une procédure orale devant le tribunal de commerce avec des parties représentées par avocats, une procédure orale devant le conseil de prud'homme, une procédure orale devant le tribunal judiciaire, mais procédure de référé? On parle de choses extrêmement différentes les unes des autres. Et pourtant, elles sont réglementées dans le livre premier du Code de procédure civile de la même façon, comme si c'était un bloc, ce qui pose véritablement difficulté. Et qui fait que, finalement, on oublie qu'entre Madame Michu devant le JCP sans avocat et une grosse compagnie internationale devant le tribunal de commerce avec une batterie d'avocats pour l'assister, on ne en parle en réalité pas exactement de la même chose. Plus fondamentalement, il faut comprendre, en tout cas moi c'est une position que je tiens depuis longtemps et que j'ai de très nombreuses fois écrite, il me semble que la dichotomie, alors le programme du colloque est parfait, mais la dichotomie procédure orale, procédure écrite ne tient plus. Elle ne tient plus tout simplement parce que depuis le décret de 2019, entré en vigueur 1er janvier 2020, la dichotomie était associée à l'idée procédure écrite, avocat, procédure orale, pas d'avocat. Et l'image d'Épinal, c'était une procédure orale avec Madame Michu qui pouvait venir à la barre du tribunal, s'exprimer. Comme elle ne qualifiait pas juridiquement ses demandes, le juge avait l'obligation de relever d'office les moyens de droit. Ça se fait en un traitant à la barre du tribunal. Mais aujourd'hui, on voit notamment au tribunal de commerce un pullulement d'écrits. Et on arrive avec, comme le dit Hervé Croze, une procédure, alors c'est pas très joli à dire, mais c'est très parlant, une procédure orale avec de l'écrit dedans. Ce que Corinne Pléry appelle non plus l'oralité secondaire, mais cette fois-ci l'oralité moderne, c'est-à-dire que la modernité de l'oralité est dans l'écrit. C'est étonnant. Et nous avons dans les articles 446-1 à 446-4 la réglementation de l'usage d'écriture dans une procédure orale. Et non seulement on reconnaît dans les textes que l'on peut user, et même que ce serait une manière de rationaliser, de moderniser la procédure orale que de réglementer les écritures, mais en plus, la Cour de cassation elle-même, notamment dans un arrêt du 1er juillet 2021, vient nous dire que désormais dans la procédure orale, là où à minima il fallait venir à l'audience en disant « je m'en réfère à mes écritures », mais aujourd'hui on pourra simplement déposer son dossier.
Ça veut dire que l'oralité n'est même plus fictive dans une espèce de reprise formelle du contenu des écritures à la barre du tribunal. Il suffit de déposer un écrit pour que ce soit une référence aux écritures. Que reste-t-il donc de l'oralité? Alors après ce panorama un peu déprimant, et pour ne pas être complètement dépressif, on peut effectivement se dire, et c'est l'objet de cette table ronde, est-ce qu'on ne peut pas penser au contraire à une forme de renouveau de l'audience en procédure orale? Est-ce que, en gros, on s'assoit par terre et on pleure en se disant c'est la fin et il n'y a plus de justice, ou est-ce qu'on essaye de se réinventer? Et en réalité, on voit que dans les réformes de procédures civiles successives, il y a, ça et là, des outils qui permettent de réactiver une autre forme d'oralité, une autre forme d'audience. Ce que l'on voit comme un délitement de l'oralité peut, d'un autre côté, être envisagé comme une manière de repenser les relations de l'écrit et de l'oral dans le cadre de certaines procédures. Pourquoi ? Les procédures écrites, on en parlera peut-être après, elles souffrent quand même d'une forme de rigidité avec l'ordonnance de clôture. On le voit avec la césure qui a dû créer des ordonnances de clôture partielle. Là où l'oralité, si elle charrie des difficultés, notamment avec le respect du contradictoire et la nécessité de renvoyer d'audience à audience, amène quand même à une forme de souplesse. Une bonne et juste combinaison de l'écrit et de l'oral permettrait au contraire de revaloriser la phase orale de la procédure, en se disant que l'oralité sera ici un moyen de s'assurer des demandes, des moyens et de s'assurer des vertus de l'oralité que sont la confrontation des parties, une sorte d'exaltation du contradictoire dans le cadre de cette audience orale. Il ne faut pas oublier que ce sont les tribunaux de commerce qui ont inventé les plaidoiries interactives, la possibilité pour les juges de poser des questions, d'être dans une interactivité qui, loin de violer l'impartialité de la juridiction, est plutôt annonciateur d'une sorte de prédélibéré qui permet au contraire à l'avocat de mieux motiver, d'essayer de mieux convaincre son juge. Donc c'est une manière de redistribuer le rôle de l'écrit et de l'oral dans cette procédure orale dont on peut garder les souplesses sans garder les contraintes. Puis un deuxième élément est important, c'est que finalement ces économies procédurales dont on ne peut pas faire l'économie si j'ose dire, en réalité elles peuvent être intéressantes. Simplement il faut savoir comment, si on arrive à faire des économies d'échelle, ce que l'on fait de cette économie, comment on la réinvestit. Or, ce qui pourrait être intéressant, c'est précisément de réinvestir les gains de temps, les gains de TPT, les gains en termes de performance de l'activité juridictionnelle, j'ose le terme, eh bien c'est de les réactiver, de les réinvestir au profit des personnes en situation de vulnérabilité. Parce que ces personnes en situation de vulnérabilité, elles ne peuvent souffrir la barrière de l'écran. Ces personnes en situation de vulnérabilité ne peuvent souffrir de saisir une juridiction avec un smartphone, quelle que soit l'interface parfaite qui aura été construite, et de ne pas voir que justice est rendue. Et une manière de réactiver l'oralité ici, c'est peut-être de consacrer, je suis contente que, ce n'était pas prévu, mais Valérie Delno l'avait mis en place à Rouen, avec l'association ATD Quart-Monde, réactiver peut-être, envisager l'idée que pour les personnes en situation de vulnérabilité, on pourrait permettre la présence d'un tiers taisant. C'est ce que les Ibéro-Américains appellent le référent émotionnel, c'est-à-dire une personne qui n'est pas un avocat, qui ne prend pas la parole et qui est une espèce de béquille émotionnelle au moment de l'audience et au moment où on est face à son juge. Ça aussi, c'est une manière de renouveler l'audience. Troisième point, on l'a vu ce matin, donc je vais très vite, une autre manière de renouveler l'audience, eh bien, c'est d'imaginer que ce moment d'être entendu pourrait se faire en parallèle avec la juridiction. Comment ? Eh bien, on oublie que dans le Code de procédure civile, il existe des outils fabuleux. Alors, évidemment, mais je ne reviendrai pas, l'amiable, c'est une autre manière d'être entendu différemment. Et avec l'audience de règlement amiable, vous l'aurez compris, une manière d'être entendu, et cette fois-ci par un juge, non pas par un médiateur ou un conciliateur, mais par un juge, qui reste juge, même lorsqu'il est investi d'une fonction de conciliation. Mais c'est également le cas lorsque on envisage dans ce renouvellement de l'audience, c'est le cas également des actes de procédure d'avocat, article 1546-3, qui est en fait la manière de prendre acte du fait que les juridictions n'ont pas le temps ni les moyens
d'entendre les parties, les témoins et les experts. Et donc, je rappelle, puisqu'il y a des membres du CNB et des avocats dans la salle, que les avocats peuvent d'un commun accord décider de désigner un expert, d'entendre l'expert, d'entendre les témoins, voire d'entendre les parties. Donc, c'est à cette reconfiguration qu'appelle le renouveau de l'audience. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas ce que l'on a l'habitude de faire, mais c'est une manière de repenser les choses et d'essayer de les repenser positivement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Soraya. Monsieur Berger, à vous. Oui, merci. Alors effectivement, au départ, hein, quand on a eu la connaissance de l'intitulé de cette table ronde, je partageais aussi la perplexité de cette idée d'un renouveau, puisque je me suis dit, mais en fait, en procédure orale, a priori, rien de bien nouveau sous le soleil, si ce n'est peut-être effectivement une lente déperdition de l'oralité au moment de la plaidoirie, au moment du jugement, où finalement l'écrit a pris beaucoup de place. En réalité, c'est quand même bien de temps en temps de réfléchir, parce que je me suis rendu compte que finalement, cette idée de renouveau, elle était bien présente et qu'on pouvait même un peu la conceptualiser vu du regard du praticien. La première chose qu'on peut dire sur l'oralité en procédure orale, c'est d'abord que cette procédure orale, cette audience, elle n'a pas disparu et que les parties y sont en pratique très attachées et le juge finalement aussi. Les dispositifs qui ont développé les procédures sans audience, les modalités facilitées de dispense de comparution, hein, qui ont quand même largement été accrues dans le Code de procédure civile, la faculté de pouvoir régler un certain nombre de choses par une mise en état quasi écrite, hein, par des échanges de conclusions entre les avocats. Toutes ces dispositions-là n'ont pas eu un succès aussi grand qu'espéré, et la réalité, c'est qu'en pratique, ces audiences en procédure orale, elles existent toujours autant qu'avant. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un peu rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi est-ce que l'audience en procédure orale, elle est importante? Je ne vais pas redire en moins bien ce qu'a dit Soraya, mais de manière concrète, c'est effectivement le moment de référence du procès, cette audience. Ce moment où, d'une part, on rencontre son juge, on rencontre aussi son contradicteur, parce que assez souvent, pour le justiciable, et notamment en procédure orale, l'audience, ça peut être la première fois où vient se matérialiser dans une personne la partie à laquelle on est opposé. Vous avez un justiciable qui est confronté à un conflit de crédit à la consommation, qui ne parvient pas à avoir la hotline de la banque, qui essaye d'appeler, qui essaye d'aller voir s'il y a un guichet physique. Bon, il n'y a personne, si ce n'est à l'audience où en face, il y a un avocat qui représente la banque. Et donc, on a une confrontation physique, pas au sens agressif du terme, hein, mais on a une incarnation physique de chacune des parties. Et c'est déjà pas rien d'avoir en face de soi son contradicteur. Et puis, c'est le moment, effectivement, où on va connaître son juge, et ça, les parties sont attachées, et c'est quelque chose de bien normal. On remet quand même entre les mains d'une institution une partie importante de sa vie, au moins sur un aspect patrimonial parfois, sur un aspect beaucoup plus que patrimonial, si on pense par exemple à des contentieux familiaux. On veut connaître son juge, on veut voir la personne en face pour aussi s'assurer, et cette audience, elle sert à ça, que des droits fondamentaux sont correctement exercés. Est-ce que le juge écoute vraiment? Est-ce que le juge est impartial? Est-ce que le juge est indépendant? Toutes ces choses-là, qui sont des concepts peut-être un peu évanescents parfois, eh bien, ils s'incarnent de manière très concrète dans le temps de l'audience. Et puis, enfin, cette audience, c'est aussi le moment où on va pouvoir avoir un débat en procédure orale simplifié. Tous les domaines dans lesquels le juge a des pouvoirs de relevé d'office, je pense évidemment au droit de la consommation, mais aussi énormément sur la question des délais de paiement, eh bien de pouvoir assurer la vie du contradictoire dans un système relativement simple qui ne nécessite pas du temps supplémentaire, qui ne nécessite pas un renvoi en plus, s'incarne dans cette audience de procédure orale. Et c'est aussi pas neutre dans une période où on veut absolument à tout prix réduire les délais. Eh bien, cette audience en procédure orale, elle sert aussi à ça, à ne pas allonger la procédure lorsque l'on rajoute des moyens supplémentaires, et notamment quand ce sont les moyens soulevés d'office par le juge.
Et puis, enfin, on a fait le choix dans notre système français d'avoir tout un pan du contentieux civil qui n'est pas à représentation obligatoire, soit qu'on considère qu'économiquement, la représentation obligatoire ne se comprendrait pas, hein, c'est des litiges inférieurs à 10 000 €, soit que finalement, on est sur des domaines qui ne sont pas techniques d'un point de vue juridique et qui donc permettent aux parties de se défendre seules. Typiquement, le contentieux hors divorce devant le juge aux affaires familiales, effectivement, il y a rarement des questions juridiques profondes qui se posent. On est sur des discussions de fait, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, même si pour elles, l'enjeu est de haute intensité, c'est certain. Et donc, cette procédure orale, pourquoi elle est indispensable et pourquoi l'audience en procédure orale est indispensable dans ce cas-là, c'est pour permettre aux justiciables qui ne maîtrisent pas l'écrit, qui ne maîtrisent pas l'expression de manière sécure, de faire valoir ses droits. Et là, le juge a aussi un rôle d'accoucheur, on va dire, de raisonnement, d'accoucheur de parole, parfois aussi d'aide à la recherche de preuves, encadrant les débats et en suscitant, on va dire, une discussion utile pour parvenir à la solution du litige. Donc, cette audience en procédure orale, il est certain qu'elle se justifie, qu'elle n'est pas morte et qu'elle vit tous les jours dans les juridictions. Là où on peut peut-être s'interroger, c'est qu'effectivement, on assiste à un déclin de l'audience de plaidoirie en procédure orale, où les avocats ont de plus en plus recours au dépôt de conclusions et de pièces. Alors, j'arrive à provoquer des choses de silence comme ça, excusez-moi. Ça arrive souvent. Dès que je critique les avocats, il y a des meubles qui bougent. Mais j'allais dire que quand même, ces avocats étaient largement encouragés par les juges à procéder comme cela. On assiste à ça et on assiste aussi au fait que, évidemment, que le temps d'audience est un temps qui coûte cher et que tous les litiges ne justifient pas qu'on ait une explication orale, des éléments contextuels, des éléments factuels, a fortiori quand vous vous retrouvez devant le juge des contentieux de la protection, par exemple sur un contentieux de masse, mais il en va de même en matière de référé si vous êtes sur des demandes d'expertise où personne n'est fondamentalement opposé à la mesure, la plaidoirie n'a pas de sens. Est-ce pour autant qu'il faut dire qu'on a un déclin? Non, on a bien un renouveau parce que ce que je constate, c'est que finalement, cette oralité, elle décline au moment de la plaidoirie, mais vraisemblablement, elle remonte dans le temps du procès. Et on a une oralité aussi tout en amont, c'est-à-dire qu'il ne faut pas limiter l'oralité en procédure orale simplement à la présentation des prétentions, des moyens et de la démonstration. Cette audience, elle a aussi, et de plus en plus, et c'est ce que souhaite le législateur, en tout cas l'autorité réglementaire dans le Code de procédure civile, elle a aussi un nouveau rôle, une audience un peu renouvelée, qui est le rôle de mise en état. Alors, mise en état temporelle, ça on le connaissait déjà, mais mise en état intellectuelle aussi de plus en plus, en régissant les échanges des parties, en s'immisçant dans les échanges entre les parties pour susciter en fait des répliques utiles. C'est aussi le moment peut-être où le juge va pouvoir s'emparer du concept de proportionnalité procédurale éventuellement, en suscitant une réflexion des parties sur les moyens mis en œuvre dans le litige qui les oppose. C'est évidemment le moment aussi où on va pouvoir être promoteur de l'amiable et susciter une réflexion sur peut-être la possibilité d'une solution négociée. Et donc, cette oralité, c'est ce que j'appelle l'oralité qui remonte, c'est pas très élégant non plus, mais enfin, on a comme ça, on a l'image, elle vient beaucoup plus se diffuser tout le long du procès. C'est là où je fais une transition à ma voisine, c'est que ça pose évidemment aussi la question du positionnement et du juge et du greffier dans ces procédures orales. C'est-à-dire que finalement, la procédure orale fait du juge à l'audience un acteur quasi majeur du procès, quasi au même rang que les parties, qui nécessite du coup une réflexion sur son office, sur son positionnement, sur son impartialité, et également nécessite de redéfinir, à mon avis, le rôle du greffe à l'audience de procédure orale. Bonjour, j'interviens du coup comme greffière au tribunal judiciaire de Paris au service des référés. Nous avons la particularité dans notre service d'avoir une procédure qui est orale avec une représentation obligatoire, ce qui crée, donc dans le constat, en tout cas en pratique, on constate que l'importance
que va prendre l'écrit. Donc, on va avoir beaucoup d'échanges de conclusions et les avocats vont davantage se tourner du coup vers l'écrit plutôt que vers l'oralité. En tout cas, c'est notre constat en pratique. Notamment ce glissement de la procédure orale vers la procédure écrite va créer aussi une sorte de confusion chez les professionnels, ce que nous constatons par exemple, le dépôt de conclusions en dehors de toute audience ou encore uniquement par RPVA, alors que nous, en fait, les conclusions, il va falloir qu'elles soient déposées au moment de l'audience et visées par le greffier. Sinon, le magistrat ne pourra pas les prendre en compte dans son délibéré. On peut voir aussi en pratique que les audiences vont aussi avoir un rôle de mise en état. Les avocats vont privilégier des demandes de renvoi pour pouvoir se répondre à l'écrit plutôt que de répondre directement lors de l'audience. Et du coup, on va avoir vraiment une importance de l'écrit dans notre procédure qui est censée être orale. Donc, cependant, malgré cette importance de l'écrit au sein de notre service, on peut faire quand même le constat que l'audience en procédure orale garde tout son intérêt, mais aussi peut trouver un certain renouveau avec le développement des outils de règlement amiable. Alors, l'audience en procédure orale trouve tout son intérêt, notamment dans sa souplesse. Elle permet notamment aux avocats d'évoluer dans leurs demandes, d'actualiser également leurs demandes. Et la seule limite que cela pose, c'est évidemment le respect du contradictoire, comme vous le savez. Ils vont pouvoir le faire uniquement si la partie adverse est représentée ou s'ils ont signifié leur conclusion en avance. Nous, le rôle du greffier, à ce moment-là, s'ils vont décider de prendre cette audience pour actualiser leurs demandes ou encore développer de nouveaux moyens, le rôle du greffier va être d'authentifier les débats et ça va être ce rôle-là primordial ça va être le greffier va avoir ce rôle important dans l'audience en procédure orale. Notamment, cela peut se voir aussi par le fait que les avocats vont souvent demander la production des notes d'audience suite au délibéré. On peut voir également que l'audience en procédure orale permet aussi de débattre de points les plus sensibles des affaires. En tant que greffier, on va pouvoir prendre aussi en note des éléments de fait qui ne seraient pas forcément développés dans les conclusions des avocats. Et toujours dans la limite évidemment du respect du contradictoire, le magistrat pourra utiliser cette note d'audience dans son délibéré également. On a aussi le fait qu'en audience de procédure orale, le magistrat mène les débats et même si, on l'a vu tout à l'heure, les avocats vont privilégier les demandes de renvoi pour se répondre à l'écrit, le magistrat va pouvoir, dans tous les cas, refuser cette demande de renvoi et dans ce cas, l'avocat devra improviser une plaidoirie et le rôle du greffier sera important à ce moment-là puisqu'il devra consigner le plus fidèlement possible les observations de l'avocat. Et c'est là que c'est un peu compliqué ce rôle, puisque si on développe des moyens un peu techniques, eh bien, ça peut être un peu compliqué des fois. À Paris aussi, on peut voir un certain renouveau de l'audience en procédure civile, puisqu'on va utiliser cette audience pour mettre en avant la procédure de médiation ou de conciliation. En effet, donc en audience de référé, le magistrat va pouvoir faire une injonction de rencontrer un médiateur. Et notamment, nous, dans nos audiences de droit commun, on va avoir un médiateur qui va être présent à chacune de nos audiences, ce qui va permettre aux parties d'entrer en contact directement avec le médiateur et pas attendre d'avoir un rendez-vous. Et le magistrat, nous, en tout cas, dans notre service, il utilise beaucoup cette pratique et on a beaucoup d'affaires qui vont partir en médiation. Moi, je me rappelle très bien d'une affaire où on avait des parties qui ne voulaient absolument pas rentrer en médiation de base, où c'était un problème de nuisance sonore et les parties n'arrivaient plus à dormir depuis plusieurs semaines. Et ils souhaitaient qu'on désigne un expert. Et c'est en fait la désignation d'expert, ça prend un certain temps jusqu'à ce que le rapport soit rendu et puis ensuite que le jugement ait lieu au fond. Et là, avec la médiation, donc le magistrat a fait une injonction de rencontrer un médiateur durant le temps utile du renvoi, parce que finalement, il demandait de toute façon un renvoi. Et à l'audience suivante, le problème était réglé. Donc l'audience va être aussi un moment, en procédure orale, va aussi être un moment pour échanger entre les parties et le magistrat. De la même manière, l'ARA, ce sera aussi sûrement un nouvel outil pour développer ces outils de règlement amiable. Et du coup, il y aura peut-être aussi, cette audience va peut-être retrouver aussi un certain renouveau, en tout cas dans cet échange entre les parties.
Finalement, pour moi, le renouveau de la procédure, de l'audience en procédure orale n'a pas le sens de effacer tout écrit de cette procédure, puisque l'écrit permet quand même de développer tous les éléments techniques d'une affaire, mais elle garde quand même tout son intérêt du fait de cette mouvance, de cette souplesse que permet la procédure orale. Et aussi, on retrouvera aussi sûrement un renouveau avec le développement de ces outils de règlement annuel. Merci. Merci beaucoup. David? Oui. Effectivement, quand on a préparé cette table ronde, le constat qu'on a fait de façon quasiment unanime était en fait d'un déclin de l'audience civile et d'un déclin de l'audience civile en procédure orale pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait, on voit qu'il y a une dégradation de l'oralité dans la procédure écrite qui intervient d'abord par tout l'encadrement maintenant des procédures dans lesquelles il y a deux avocats en face qui font connaître leurs prétentions par écrit. Auquel cas, là, maintenant, il y a un encadrement procédural qui fait qu'on doit prendre des conclusions avec un certain nombre de contraintes. Ça s'est imposé dans le Code de procédure civile de façon générique pour toutes les procédures orales. Et ça s'est aussi imposé dans le Code du travail pour la procédure prud'homale, avec vraiment une incertitude quant aux procédures, finalement, où on est dispensé d'écrit. Parce que si vous prenez le texte du Code du travail, par exemple, c'est lorsque les deux parties sont assistées par un avocat et lorsqu'elles ont fait connaître leurs prétentions par écrit. Donc, typiquement, un salarié fait une saisine du Conseil de prud'homme par requête de façon obligatoire. Il a formulé ses demandes par écrit dans la requête, ce qui est obligatoire. Et donc, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas uniquement dans l'hypothèse où le défendeur ne ferait pas connaître sa prétention qu'on serait éventuellement dispensé d'écrit. Mais du coup, dans la pratique, en fait, on est devenu sur une procédure avec conclusion obligatoire dans la plupart des litiges où il y a deux avocats. Donc, finalement, on rend la procédure de plus en plus écrite, avec des enjeux qui se posent, puisque on peut s'interroger sur le fait de savoir si une procédure est équilibrée lorsque finalement c'est une des parties qui va avoir la possibilité, en choisissant de faire appel à un avocat ou pas, ou en choisissant de conclure ou pas, de provoquer un changement de nature de la procédure qui va y compris concerner son adversaire. Et est-ce que c'est aussi logique d'imposer à un justiciable de choisir entre le recours à un avocat et une pleine oralité ça pose des difficultés dans l'évolution de la procédure. Deuxièmement, il y a eu tout le développement des procédures sans audience. Donc ça, pareil, disposition générique du Code de procédure civile, les parties peuvent choisir d'un commun accord de renoncer à l'audience. Il y a également un développement qui s'est à la fois dans le Code de procédure civile, dans le Code du travail et dans le Code de la sécurité sociale, de la possibilité de demander à être dispensé de comparaître. Donc là, en ces cas-là, on se référera uniquement aux conclusions de la partie qui est dispensée de comparaître. Et puis encore, autre mécanisme, c'est les ordonnances de clôture qui sont apparues dans le Code du travail s'agissant de la procédure prud'homale, où là, on est sur un espèce d'hybride, où on a une procédure orale. Principe dans la procédure orale, les prétentions sont formulées à l'audience et l'argumentation est développée à l'audience, mais là, il va y avoir une cristallisation avant, au moment de l'ordonnance de clôture. Donc, un espèce d'hybride qui s'est créé à ce niveau-là. Le renforcement de la place de l'écrit dans la procédure orale va aboutir aussi à un changement dans la pratique de l'audience en procédure orale, puisque là, on voit de plus en plus soit des conseillers prud'hommes, soit des magistrats qui limitent parfois de façon très forte la durée des plaidoiries en disant on regardera vos écritures. Et donc finalement, un basculement et une régression de la place de l'oral. Maintenant que j'ai fait ce constat un peu pessimiste, je pense qu'il faut une réflexion un peu plus prospective, qu'on s'interroge sur la place qu'on souhaite donner à l'oral dans la procédure, au niveau de l'audience, dans la procédure orale. Et la première chose que je voudrais questionner, c'est est-ce que finalement cette évolution qui veut absolument qu'on se dirige vers l'écrit est finalement justifiée. Alors les arguments qui ont été avancés pour renforcer très fortement la place de l'écrit, c'est d'abord le contradictoire, ça c'est certain, le fait d'éviter un caractère dilatoire à certains comportements, mais également le fait de limiter la charge de travail du magistrat. Donc ça, ce sont des grands arguments qui ont été mis en avant. Et quand on interroge un certain nombre d'avocats, notamment des travaillistes qui ont exercé il y a 50, 60 ans, certains vous disent que dans la pratique qu'ils avaient, en fait, en procédure prud'homale, en fait, dans les litiges, souvent, en fonction de leur complexité, on avait entre 3 et 10 codes de plaidoirie. C'était des feuilles à 3 pliés, où on avait mis les grands arguments, on avait mis les pièces au milieu.
Et c'est comme ça que se déroulait le contentieux prud'homal. Et il arrivait, et donc les confrères soit appelaient au téléphone, soit envoyaient des courriers à leurs contradicteurs en leur disant voilà concrètement ce que je vais soulever et l'argumentation que je vais faire valoir. Et c'était comme ça que se déroulait le contradictoire. Et puis, parallèlement, il y avait aussi des procédures où on décidait de ne pas conclure. Et c'est amusant parce que moi, j'ai commencé à exercer en 2015, et dans un de mes dossiers, on m'avait dit, dans celui-là, tu ne conclus pas. On était sur un contrat de travail à durée déterminée, où l'employeur n'avait pas mis de motif sur le contrat, donc automatiquement, il y a une requalification qui était due, et on avait les pièces de plaidoirie dedans. Et donc, on avait juste écrit aux adversaires en disant, on ne conclut pas, on a nos pièces de préjudice, on a nos demandes, voilà l'article du Code du travail qu'on va invoquer, voilà ce qu'on va soutenir. Et donc, finalement, on se retrouve en audience, on soutient ça, on n'a pas de conclusion, et finalement, on a une plaidoirie qui n'est pas forcément colossale, et on a des conseillers prud'hommes qui sont en mesure de statuer sans avoir de conclusion de 10 pages, 17 pages, 20 pages à étudier, du coup, une décision qui est finalement assez rapide, puisqu'au sortir de l'audience, la décision peut être rendue. Et peut-être qu'il faut s'interroger aussi sur la surcharge de travail qu'occasionne le recours systématique à l'écrit. Parce qu'avec des conclusions de plus en plus longues, c'est d'un côté une personne qui les écrit, de l'autre côté quelqu'un qui va les analyser, qui va y répondre, et derrière des magistrats qui vont devoir mettre tout ça en relation. Et peut-être que finalement, on devrait davantage avoir recours à l'écrit comme quelque chose d'optionnel, qui sert à focaliser, à faire des développements qui sont complexes, plutôt que d'imposer avec une forme de fétichisme de l'écrit, systématiquement de tout vouloir poser avec un développement juridique le plus exhaustif possible, de façon impérative. C'est le premier élément que je voulais faire valoir. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il faut absolument qu'on redonne un rôle important à l'audience en matière de procédure orale, parce qu'il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a un enjeu pour les justiciables qui souhaitent de plus en plus être entendus. Et parfois, quand il y a uniquement l'avocat qui parle, ils se sentent aussi un peu dessaisis de leur affaire. Alors, ça explique pourquoi, dans certains cas, il y a un besoin de recourir au mode alternatif et règlement des litiges. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment totalement satisfaisant que ce soit uniquement dans le cadre d'une médiation, par exemple, que le justiciable reprenne la parole? Est-ce qu'il ne faut pas laisser aussi le justiciable s'expliquer aux côtés de son avocat quand il le souhaite? Et pour avoir assisté à certaines audiences où on donnait, notamment en matière prud'homale, la parole aux justiciables, ben c'est beau quand vous avez des justiciables qui vous parlent de leur travail, parfois avec force de détail que vous n'êtes pas forcément en mesure d'apporter, et puis un employeur qui va décrire la façon dont ça s'organise le travail, les contraintes, etc. Donc, il y a aussi, je pense, un enjeu important à redonner la parole au justiciable. Et puis, une procédure orale, une audience en procédure orale, c'est aussi une audience où il se passe quelque chose et le litige peut évoluer. Et ça me semble important. Parce que, en fait, on a beaucoup d'hypothèses où finalement le juge va statuer. On a une partie qui dit alors la charge de la preuve c'est à mon adversaire, il n'établit pas que, et donc en conséquence vous devez me donner raison. Et donc ça plaide et finalement le juge va appliquer la règle de preuve. Et sauf que moi j'ai le souvenir d'un certain nombre de cours de procédure où on nous disait attention, une règle de preuve en fait, c'est ce qu'on applique pour déterminer qui a raison quand on n'est pas en mesure d'avoir déterminé ce qui s'est passé. Et la réalité, en fait, elle est là. C'est que parfois, quand on vous écrit dans des conclusions, il n'est pas établi que, l'adversaire n'établit pas que, et qu'on ne vous dit pas, en fait, l'adversaire a tort quand il dit ça, mais parfois, ça veut dire quelque chose, en fait. Ça veut dire que peut-être qu'en fait, il s'est vraiment passé ce qu'on vous dit, et qu'au lieu de mentir délibérément parce qu'on ne sait pas complètement ce qui est dans le dossier en face, on préfère vous dire appliquer la règle de preuve. Et je pense que là, il y a quand même un rôle à avoir de la part du magistrat, d'interroger les parties aussi, parce qu'il y a des parties qui ne sont pas forcément prêtes à mentir à la barre. Et à un moment, c'est aussi peut-être aussi se réapproprier l'audience pour essayer, par moment, de faire la lumière sur ce qui s'est passé et qui n'est pas forcément dans les preuves. Parce que dans les relations sociales, beaucoup de choses sont orales. Et le problème, c'est pas que ce soit oral, mais c'est qu'il n'y a pas un greffier en permanence qui est là pour noter ce qui se passe. Et donc, il y a des moments où il y a des problèmes de preuve, mais pour autant, les faits qui sont dénoncés sont bel et bien là. Donc, là aussi, je pense que ça a une utilité importante, l'audience, pour pouvoir aussi instruire le dossier. Et instruire le dossier ne doit pas être non plus réservé à la matière pénale. Et enfin, je pense que l'audience est aussi un moment où on peut faire évoluer les demandes. J'étais il n'y a pas très longtemps dans une audience prud'homale et c'est amusant parce que
vous aviez un débat entre un employeur et un salarié sur le salaire de référence. Alors, c'était une toute petite partie du litige, je vous rassure, mais sur le salaire de référence. Et le salarié avait inclus dans le salaire de référence l'intéressement et la participation, ce qui n'a rien à faire dans un salaire de référence. Et l'employeur de l'autre côté prenait uniquement le salaire de base et n'incluait pas les heures supplémentaires, les primes, ce qui devait être inclus dans le salaire de référence. Là, on s'est trouvé avec une présidente du conseil de prud'homme qui, du coup, interroge le salarié en disant « Est-ce que c'est vraiment sérieux d'inclure la participation et l'intéressement ?» Le salarié renonce et donc retire ça. Et puis, elle interroge l'employeur. Et de la même façon, l'employeur reconnaît qu'il faut inclure les heures supplémentaires et les primes. Bon, à partir de là, en fait, les demandes évoluent, on reconstitue le litige, on peut dire même que c'est une conciliation partielle sur une partie du litige, et finalement, en fait, rien n'était modifié dans les conclusions par écrit, mais en attendant, de façon terriblement conforme à l'esprit de la procédure prud'homale, même si on est contraire à l'article qui vous dit que les prétentions doivent être posées par écrit, qu'on ne statue que ce qui est dans les conclusions, en fait, on va avoir purgé une partie du litige. Et ça, c'est aussi une des utilités que peut avoir l'oralité dans la procédure orale. Et enfin, pour terminer, je pense que si on veut revaloriser de cette façon-là, notamment, ou d'autres façons, la procédure, l'oralité dans l'audience, il y a un enjeu important sur le travail du greffier. Parce que le greffier a un enjeu de noter à la fois les prétentions et l'intégralité des demandes, mais aussi, et ça on le voit notamment en procédure prud'homale, de résister parfois aux injonctions des présidents. Parce que moi, je me souviens d'avoir, dans certaines procédures, demandé à ce que le greffier note des éléments, ce qu'il est libre de faire ou pas, et d'avoir une réponse terrible du président qui dit « Non, non, je vous interdis, c'est moi qui décide de ce que le greffier écrit ». Et ça, il y a vraiment un enjeu à faire en sorte qu'on redonne une place pleine et entière au greffier, en protégeant aussi contre ce type d'agissement. Alors, bon, ça se passe moins sur les magistrats professionnels, mais parfois sur du contentieux prud'homal où il y a moins une habitude du rôle des uns et des autres, ça peut se produire. Alors, on va passer aux questions. S'il y a des questions dans la salle. Observations. Pas de questions. Alors. Donc, j'ai une question qui s'adresse peut-être au magistrat. La dispense de présentation à l'audience peut-elle concerner un avocat? Dispense. Oui. Vas-y. C'est la dispense de comparution d'une partie, donc y compris de ses représentants. Donc ça concerne aussi l'avocat. Ensuite, la dispense de comparution et le principe du contrôle. Alors, sur la dispense de comparution et le principe du contradictoire, la question est la suivante. Comment gérer une demande nouvelle formée à l'audience alors que l'adversaire a été dispensé de comparaître? Toute la difficulté, c'est que du coup, c'est effectivement très lourd parce qu'on ne va pas pouvoir dispenser de contradictoire. Donc, on va être obligé de solliciter de la partie qu'elle fasse connaître cette nouvelle demande à la partie adverse. En pratique, ça veut dire lui dire, si ce n'est pas un avocat, d'envoyer un courrier recommandé, parce que c'est quand même la meilleure solution pour s'assurer que l'autre partie en a eu connaissance, et donc un renvoi. Et donc c'est pour ça qu'en réalité, en pratique, les dispenses de comparution sont extrêmement rares. Moi, j'en vois très peu, et j'en accorde très peu aussi pour cette raison-là. C'est qu'en fait, sous prétexte de simplicité, on complexifie beaucoup une procédure, outre que j'avoue, mais ça c'est mon côté peut-être un peu idolâtre de la justice, que j'ai toujours du mal à comprendre qu'on n'ait pas le temps. On n'est pas, en général, on n'a quand même pas 50 procès à la fois et 60 procès dans sa carrière de justiciable, donc on peut se déplacer 2 fois, 3 fois devant un tribunal, c'est pas dramatique et au moins on voit son juge. Alors, j'ai une autre observation, ou plutôt une remarque sur la problématique de l'efficacité à l'audience et de la place laissée à la parole du justiciable compte tenu du nombre important de dossiers fixés aux audiences.
Non, mais il y a un impératif d'efficacité qui est certain. De toute façon, un juge, il est confronté à une équation assez simple. C'est soit on met plus de dossiers à l'audience et on a des délais plus courts, soit on met moins de dossiers à l'audience, on a des délais plus longs. Et donc, en fait, c'est de dire, et moi, c'est ce que je dis à mes avocats quand des fois ils se plaignent que restera un peu le temps de parole, c'est de leur laisser le choix. En fait, moi, je veux bien qu'un avocat me plaide un dossier 1 heure, mais du coup, dans une matinée, il y aura 4 dossiers qui vont passer. Ce qui veut dire que les dossiers vont attendre beaucoup plus longtemps. Donc, c'est difficile. Après, moi, je trouve que la prise de parole du justiciable à l'audience, c'est toujours quelque chose à la fois d'intéressant et de compliqué, puisque par définition, vous avez aussi des justiciables, lorsqu'ils ne sont pas représentés, qui n'ont pas du tout les codes de la prise de parole. Et qui n'ont pas du tout les codes de ce qu'attend le juge comme information. Et donc ça, là, il y a un intérêt, mais c'est pour le coup, je trouve, un des moments, aussi des beaux moments de ce qui se passe dans notre justice, c'est quand on a l'échange, qu'on explique au justiciable ce qui intéresse le juge, que le justiciable peut le comprendre, peut parfois ne pas le comprendre. Ce qui est toujours aussi très intéressant, moi, je trouve, dans ces audiences en procédure orale, c'est quand même dans l'objectif de transparence et de publicité, la justice, elle est publique, voir les dossiers des autres, voir qu'en fait un juge, eh ben, oui, il va repartir de l'audience avec 20 dossiers à juger, ça marque quand même. Et je pense que les justiciables comprennent aussi du coup un peu plus le fonctionnement de l'institution. Juste une petite observation, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que cette audience en mode dégradé, elle est très souvent le point de départ des politiques pour supprimer l'audience. C'est-à-dire qu'on part du principe que les justiciables ne sont pas suffisamment entendus ou que ça se tient dans des circonstances négatives pour dire il faut le supprimer. En réalité, ce qu'il faudrait, mais c'est comme toujours, hein, c'est pouvoir suffisamment en amont étudier la situation pour se poser la question de la plus-value du temps d'audience, et qui est une plus-value qui n'est pas forcément juridique, mais qui est liée aussi à la question, aussi pour justiciable. Ça peut être une question d'honneur ou symbolique, ou peut-être, voilà, il y a des messages à faire passer, mais ça, c'est quand même extrêmement délicat. Je ne sais pas comment en juridiction ça peut se faire. Bah, on réussit quand même un petit peu à le faire, mais c'est certain que c'est un enjeu. Moi, par exemple, il y a quelque chose où je suis très frustré dans notre système de procédure civile, c'est qu'on n'a plus du tout, en matière civile, d'audience de rendu de décision. Et en réalité, il y a plein de procédures dans lesquelles, en fait, l'audience de plaidoirie n'a pas d'intérêt majeur parce que c'est assez basique ou basique et qu'il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait nous dire qui changerait l'issue du litige, mais qu'en revanche, un moment qui serait le juge vient expliquer oralement sa décision, ça pourrait avoir un impact bien majeur. Alors, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse et en ce moment, il y a des réflexions qui sont menées de ce point de vue-là parce que, mais je déborde complètement du cadre de la table ronde, mais c'est pas grave. Moi, je trouve un peu absurde quand vous avez en fait deux justiciables qui viennent vous voir sans avocat pour vous dire moi, je veux fixer la prestation compensatoire à 200 euros, enfin la pension alimentaire à 200 euros. L'autre dit moi, je peux proposer 150. Et puis, en fait, pour les enfants, je préfère le vendredi à 16h. Ah bah oui, mais moi, je préfère à 18h. Et que tout ça finit par se régler avec un bon juge qui se retrouve dans sa cuisine le dimanche après-midi, à taper à l'ordinateur de l'union entre monsieur machin et madame truc, son nez, 4 enfants. Bon, en fait, ce serait beaucoup plus efficace que la justice soit rendue là oralement et que le juge explique sa décision. Et on n'a pas besoin d'une motivation écrite, en réalité, dans pas mal de ces affaires-là. Donc, c'est aussi une réflexion plus globale qu'on doit avoir. L'audience, c'est pas juste l'audience de plaidoirie. Ça peut être aussi, à mon avis, plus que ça. Ce qui est assez intéressant, parce que ça fait aussi le lien entre oralité et publicité. Parce que les jugements qui sont rendus par mise à disposition au greffe, alors la CEDH nous a dit qu'il n'y avait pas de problème avec la publicité, je continue à en douter, mais c'est vrai qu'on est toujours avec des réflexions sur la plus-value, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les juges n'ont pas la possibilité d'avoir une fonction pédagogique pour expliquer le sens de la décision parce qu'il n'y a pas de temps, quand on a eu ensuite des audiences, on se contentait de lire des dispositifs complètement désincarnés, ça n'avait pas de sens. D'où l'idée qu'une combinaison oral-écrit peut être intéressante parce qu'il y a aujourd'hui des présidents de juridiction qui pensent à rédiger autrement les décisions de justice, à commencer à la première page par la solution. Par exemple, c'est des choses tout bêtes, on peut utiliser le legal design, on peut penser une autre manière en fait de combiner l'oral écrit pour revenir à ce que disait Maya, c'est-à-dire quelle est vraiment la fonction de l'oralité, quelle est vraiment la fonction de l'écrit, et sortir de ces dichotomies complètement obsolètes pour se dire voilà, quel est le service que je veux rendre et comment je le rends.
Une question dans la salle. J'ai lu. La question, c'est de savoir aussi si le magistrat connaît le dossier. Le magistrat dit je connais le dossier, mais néanmoins, s'agissant d'une procédure orale, la précaution, et on enseigne la précaution de rappeler, par exemple, les arguments soulevés à l'unité. Si on le fait par l'oral, je décide que c'est oral, vous avez un témoin. Effectivement, il y a une orale, ce serait utile. Les techniques, on ne va pas les changer parce que précisément, il peut y avoir ce débat judiciaire, ce qui a été véritablement soulevé par la violence ou ce qui a été abandonné. En revanche, quels moyens pourrait-on trouver pour que les avocats soient informés et qu'on ne sait pas sur les points moins essentiels si les magistrats a mieux le dossier par pour éviter la question sur la distance. Oui. Il faut qu'elle répète la question pour celui-là. La question est la suivante. Quels moyens, c'est ça, Anna, pourrait-on trouver pour savoir si le magistrat a pris connaissance du dossier avant l'audience de plaidoirie? Il faut lui demander. Vous avez lu le dossier ou pas du tout? Non, je pense que ça dépend vraiment des pratiques. Enfin, typiquement, moi, dans mon parcours de civiliste, selon les contentieux, selon les types d'audience, j'ai des pratiques totalement différentes. En procédure écrite, je fais des rapports préalables. Dans un monde idéal, j'ai même réussi à un moment donné à avoir des rapports que je diffusais aux parties avant l'audience, qui permettaient aux avocats d'arriver pour être sûr qu'on partait tous de la même base factuelle. Mais là, c'était vraiment les moments où je m'ennuyais, j'avais du temps, voilà, que je n'ai plus. En procédure orale, c'est difficile parce qu'en réalité, l'investissement du juge avant l'audience n'a pas forcément un intérêt majeur si le litige peut continuer à évoluer. Est-ce que ça sert que je fasse un rapport? C'est pour qu'à l'audience, en fait, on me dise finalement, on a abandonné telle et telle demande. Donc non, la question, c'est à quoi sert une plaidoirie? C'est beaucoup plus ça. Et qu'est-ce qu'on doit transmettre comme information au juge? Et ça, je pense, alors c'est un peu... je pense que les avocats ne se posent pas assez la question de quelle est l'information que je veux transmettre au juge. Moi, je dis un peu avec provocation, mais à mes avocats, quand ils ont conclu et qu'ils me replaident grosso modo ce qu'il y a dans leurs écritures, je dis, mais vous avez quand même un super manque de confiance en vous. Parce que si vous pensez que vous allez réussir mieux à l'oral à m'expliquer quelque chose qu'à l'écrit, c'est quand même contre-intuitif. On est beaucoup plus précis à l'écrit qu'à l'oral. En revanche, à l'oral, moi, je vais être sensible à... par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'un avocat me dise tel argument, j'y tiens. Vous voyez ? J'ai développé 5 ou 6 moyens parce que j'estime que ces moyens sont viables et puis j'ai un devoir de précaution. Donc, je soulève quand même tout ce qui me paraît pouvoir faire gagner ma thèse. Mais qu'un avocat me dise, sur ce moyen-là, je suis intéressé de lire votre réponse, eh ben, c'est quelque chose que je garde au moment où je rédige. C'est-à-dire que je me dis, bah, là, effectivement, on a une discussion. Donc, c'est peut-être plus ça qu'il faut avoir en tête. Après, on est pris par le temps, ce qui fait qu'on n'a pas un dialogue aussi utile qu'on devrait avoir au moment de l'audience. Et surtout avant l'audience, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre. Tant qu'on n'a pas les moyens en juridiction de faire une vraie mise en état intellectuel des dossiers, ce qui ne veut pas forcément dire préparer la décision avant l'audience, mais en tout cas de réfléchir à ce qu'on veut vraiment comme information de la part des parties, on reste toujours un peu dans de l'artisanat. Hein. Ce qui est vrai pour l'audience, c'est vrai aussi pour les écritures, parce que même si ça avait fait scandale, dans la rédaction des conclusions, quelles sont les fonctions des conclusions? Est-ce que c'est de tout développer ou est-ce que c'est de convaincre? Et dans la conviction, il y a aussi une articulation de l'argumentation. Et c'est vrai que ça avait fait bondir la synthèse des prétentions et des moyens sur une page en disant finalement voilà ce que je demande. Il faut aussi se poser la question de savoir à quoi va servir mes conclusions et qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message. Bon, mais ça suppose de repenser complètement des pratiques professionnelles.
Après, moi, je pense qu'en fait, ça dépend vraiment de ce que fait le magistrat. Enfin, s'il y a une préparation qui a été faite en amont de l'audience, pour moi, idéalement, il faut un rapport. Parce qu'une fois qu'on a le rapport, on voit si concrètement on a bien compris le moyen ou pas, s'il y a des choses à corriger. Et si on a un rapport très complet, en fait, on appuie uniquement sur certains points qui nous semblent les plus essentiels. Après, le problème, c'est quand on arrive et que personne ne connaît le dossier à ce stade, où là, la plaidoirie a un rôle différent, a fortiori quand on est devant certaines formations, on n'est pas sûr qu'ils aient le temps de lire l'intégralité. Et puis, il y a aussi point secondaire qui est la question de la collégialité. Parce que comme dans les pratiques des juridictions, il y a souvent un magistrat qui va travailler le dossier et derrière, éventuellement, malheureusement, de ce que j'entends pas toujours, un délibéré avec les autres magistrats, mais qui n'auront pas forcément eu le temps d'étudier le dossier, mais qui liront la décision. Ben, parfois, on se dit, bon, ben, il y a peut-être certains points où c'est clair pour le rapporteur, mais j'ai envie que les autres conseillers puissent aussi les avoir un peu à l'esprit au moment où ils reliront la décision pour voir s'ils sont d'accord. Il y a une question, oui. Monsieur a levé la main en premier. Juste une toute petite précision sémantique qui me paraît importante. Est-ce qu'on insiste un au sens strict, en sens où il met en place une dispense de composition? Une présentation. L'audience, en réalité, lorsque le juge autorise une partie à ne pas être présent à l'audience, il faut qu'elle l'autorise à comparaître en retrait. Le processualiste qui parle. Et puis, simplement une détail. J'aimerais simplement évoquer avec vous quelque chose qui me fait toujours un peu sourire. Lorsqu'il m'arrive d'intervenir à l'AMR, les magistrats se plaignent que les avocats ne veulent plus aider. Quand on intervient dans les écoles d'avocats, les avocats nous disent « Oh, mais c'est catastrophique, les magistrats ne veulent plus nous entendre. » Donc, en fait, il y a un point d'achoppement qui est vraiment important, un malentendu qui est puissant. Il va bien falloir essayer de le faire ajouter ce malentendu. Parce qu'il existe, il est extrêmement persistant. C'est juste pour la répéter. Oui, mais je vais la répéter. Donc, toujours sur la précision, effectivement, de l'article 446.1 du Code de procédure civile, qui ne peut pas un principe d'absence de comparution, mais il dispense de présence physique à l'audience du justiciable, ce qui permet d'introduire effectivement une comparution par écrit. Et puis ensuite, sur ce malentendu que l'on entend dire de part et d'autre, et sur le fait que les magistrats se plaignent de l'attitude et de certains avocats pas plaider, et inversement, de magistrats qui n'ont pas envie d'entendre les avocats. Mais c'est comme tous les couples, hein, il faut un peu de pathologie pour qu'il y ait de l'amour, parce que voilà, non, il faut une médiation. Non, mais en réalité, la vraie difficulté, elle est d'un manque d'anticipation, la plupart du temps. C'est-à-dire que les magistrats moi, les plaidoiries les plus pénibles que j'ai entendues, ou celles qui m'étaient le plus insupportables, c'est parce qu'en fait, j'avais fait un rapport où j'avais posé des questions et j'avais en face de moi un avocat qui me sortait la plaidoirie qu'il avait prévu de me faire, peu importe que je fasse un rapport, que je pose des questions, etc. Mais parce que aussi, mais à culpa, je ne l'avais pas prévenu à l'avance, ce que j'attendais et de comment ça allait se passer. Donc en fait, on en revient toujours au même. C'est-à-dire que si on anticipe et que les magistrats disent aux avocats, voilà comment ça va se passer, voilà ce qu'on attend, l'avocat n'a pas d'intérêt à aller contre ce que le magistrat souhaite avoir pour résoudre son litige. Et à l'inverse, moi j'ai quand même rarement eu des avocats qui refusaient de plaider. Hein. Je dois dire que ça m'est rarement arrivé, mais en revanche de plaider à côté ou pas de la façon dont moi j'aurais aimé, ça souvent. Et il faut anticiper. Voilà. Mais encore une fois, il faut avoir le temps, il faut avoir aussi les modes de contact. Je pense qu'il nous manque aussi beaucoup dans notre organisation juridictionnelle d'espace de rencontre en réalité. Parce qu'on dit qu'on passe notre temps à se voir, on se voit, mais on ne parle jamais vraiment. Alors, il y a des discussions entre les chefs de juridiction, les représentants du barreau, avec la difficulté de
jusqu'où engage la parole d'un bâtonnier vis-à-vis des membres d'un barreau sur des protocoles, sur des pratiques, sur des choses, c'est quand même très, très limité. Et finalement, il faut là aussi du temps de se rencontrer tous ensemble, de se dire, mais qu'est-ce qu'on attend fondamentalement d'une audience au JAF? Qu'est-ce qu'on attend fondamentalement d'une audience devant le JCP? Voilà, je pense que c'est un bon point pour démarrer une thérapie. Et peut-être, si je puis me permettre, puisqu'on parle d'anticipation, ce serait aussi un départ pour peut-être envisager ça dans le cadre d'une formation commune, ce qu'on attend des uns et des autres lors d'une audience de plaidoirie, pour dissiper ce malentendu. Il y a une autre question. Je voulais répondre à un peu. Vous avez parlé de ce que l'avocat pouvait dire dans sa plaidoirie. Les observations que vous avez formulées, c'est un début de réponse qui doit répondre aux questions que le magistrat souhaite poser, parce que techniquement, le magistrat peut avoir besoin d'un certain nombre d'éclaircissements. Bien. Mais pour qui juge-t-on? Qui est la partie du conseil? L'avocat technicien, le justiciable. Avocat, celui qui porte la parole du justiciable. Je vais vous embêter un instant, mais ça me fait penser à ça. Je crois que c'est en 1957, le bâtonnier Arrigou, dans son discours de rentrée de la conférence, disait qu'une audience, c'était une accumulation de petits problèmes, de petits drames humains, mais que pour chaque homme concerné, c'était le drame de sa vie. Et ça, je crois qu'il ne faut pas que nous perdions. Il faut aussi qu'on accepte que l'institution judiciaire accepte qu'à l'audience, on parle des drames humains et qu'on accepte de perdre son temps pour écouter les drames humains. Et la deuxième observation que je voulais faire, c'était de vous proposer de retrouver un article de M. Garapon, qui a écrit très longuement sur le délitement de la confiance entre les avocats et les magistrats. Je crois que vous venez de dire qu'il faudrait qu'on puisse par se reparler, mais je crois que plus on est dans sa tour d'ivoire, moins on se parle, et plus le lien de confiance entre les avocats et les magistrats se délite. Tous des plaidoiries qui ne servent à rien parce qu'on n'est pas sûr que vous ayez une dossier, ou des volontés de ne pas plaider parce qu'il est préférable de tout écrire, car ainsi notre responsabilité professionnelle n'est pas engagée, ou votre agacement de voir 50 pages de conclusions qui ne servent à rien, etc., etc. Je m'arrête là parce que je pourrais passer la politique. Alors, donc, la première question sur effectivement qui se pose justement lorsque le juge précisément pose des questions, à qui le juge s'adresse-t-il, à qui ces questions s'adressent? Est-ce que c'est à l'avocat ou au justiciable? Et ensuite, bon, j'essaye à la volée. Et ensuite, l'intervention porte sur le nécessaire lien de confiance qu'il y a lieu de retrouver. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que vous me dites qu'il faut accepter de perdre son temps. Mais moi, je veux bien perdre mon temps, mais je vais juger moins. Et donc, les délais vont être complètement multipliés. Et donc, chaque justiciable, égoïstement, quand il passe devant son juge, il voudrait avoir la demi-journée. Et je le comprends parfaitement. C'est-à-dire que quand on est en train de jouer la relation avec son enfant, quand on est en train de jouer son patrimoine, quand on est en train de jouer des enjeux fondamentaux et son drame à soi, je comprends parfaitement que le justiciable aurait besoin. Je comprends parfaitement qu'en réalité, après la plaidoirie de l'avocat, il pourrait y avoir tout à fait un espace où on dise au justiciable de compléter, où on puisse lui poser des questions. La réalité, c'est concrètement, je n'ai pas les moyens de mettre plus d'audience et je n'ai pas les moyens d'avoir plus de juges. Autant tenter. Est-ce que je décide que du coup, devant mon juge aux affaires familiales, je fais passer 3 dossiers par matinée et que du coup, la requête hors divorce, elle sera convoquée à 2 ans?
au bout de 6 mois. C'est cet équilibre-là. Et donc, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de perdre du temps. Et on peut le regretter, mais c'est un constat. Aujourd'hui, on n'a pas ce moyen-là. Sur le reste et sur la discussion, mais évidemment, enfin, je pense qu'on communiquera jamais assez et qu'il y a énormément de malentendus qui se sont cristallisés. Je pense par exemple sur le côté des choses toutes bêtes, mais il y a eu des problématiques immobilières, par exemple. Le fait qu'on ait fait des plans de sécurisation des palais de justice, que beaucoup d'avocats, du coup, ça s'est traduit par une perte d'accessibilité directe au greffe, aux magistrats. Sur toutes ces choses-là, il y a eu un certain nombre de malentendus et de difficultés qui se sont cristallisées qu'il faut remettre à plat. La difficulté dans les relations magistrats-avocats, c'est pas tellement l'intention de discuter les uns avec les autres, ça c'est partagé, c'est quel est le bon cadre, quelle est la bonne instance pour discuter. Comment on fait discuter une institution avec des professions libérales indépendantes? Moi, je pense que ça doit se faire au niveau le plus local, par service, par type de contentieux. C'est finalement comme ça qu'on y arrive le plus. Mais toujours pareil, c'est très chronophage. Alors oui, il y a une autre question. Attends, Il y avait une autre réponse. Oui, une autre réponse. Ben, par rapport à la question du confrère, je pense que effectivement, nous, on est là pour porter la parole du client. Donc, on a, en tant qu'avocat, une liberté de parole. Et c'est pas parce qu'un magistrat nous dit il y a 3 points qui m'intéressent que forcément on a envie de focaliser sa plaidoirie uniquement sur ces 3 points qui l'intéressent. On est, dans le cadre de notre liberté de parole, on est libre de lui dire aussi qu'on pense que ces 3 points n'ont absolument aucun intérêt, en y mettant les formes, etc. Et on est aussi, si on estime que indépendamment de ces 3 points, il y a des éléments qui sont importants pour notre client aussi pour qu'il se retrouve dans notre plaidoirie, il faut le faire, ça fait partie aussi de notre rôle. Après, simplement, je pense que si le magistrat nous alerte sur le fait qu'il y a 3 points qui lui semblent importants, c'est quelque chose de précieux aussi pour qu'on ait la plaidoirie la plus efficace possible. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. La première, et je partage totalement, sur le dossier peut-être regretter un recours beaucoup plus systématique à la mise à disposition aux règles plutôt qu'un rendu à l'audience publique, car on est quand même explicite un peu cette décision. Néanmoins, je le rappelle, et la Cour de cassation y a recours de forme également de et de faire un communiqué, et notamment le communiqué de presse, dans lequel, au-delà de la décision qu'elle rend, elle explique en quelques lignes, quelques paragraphes, ce qu'elle a voulu dire et pourquoi elle le dit. Cette tendance, d'ailleurs, se confirme auprès des juridictions du fond, quand on entend quoi. Constat réattendu et peut-être un peu compliqué à l'expliquer entre les présidences, on avait pris l'initiative en même temps qu'on rendait la décision, le même jour à la même heure, et publié un communiqué qui expliquait, qui permettait de comprendre à tous pourquoi la juridiction avait rendu cette décision et quel était le raisonnement qui lui avait permis d'y accéder. Deuxième observation sur revenir à une meilleure communication avec les avocats. Là aussi, certainement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est pas qu'on n'a plus envie de communiquer, c'est que soit on n'a plus le temps de communiquer, soit pour des raisons de sécurité, pour par exemple un ajusteur de Paris, on ne peut plus matériellement. Or, cette communication m'apparaît fondamentale. Je préside régulièrement, un peu plus tard que la semaine dernière, les audiences de prestation de serment de nouveaux avocats de la Cour d'appel de Paris. Et je rappelle, en espérant la bienvenue dans la grande communauté judiciaire, que la relation entre le magistrat et l'avocat, c'est une confiance qui accueille une confiance. De ce cas, je crois que oui. Et je pense aussi qu'on est dans un droit de plus en plus spécialisé, et c'est ainsi que les juridictions ont désormais des cours de qualité. Et c'est ainsi que, notamment, le barreau de Paris désigne des référents par pôle de compétences, et aussi bien au tribunal qu'à la Cour d'appel de Paris. On prévoit des réunions annuelles, magistrats, avocats, en fonction de ces pôles de compétences, pour discuter sur le sujet. Je vois pour le plaisir de discuter ou d'essayer de dire qu'on a fait une réunion.
et pour parler véritablement sur les sujets qui présentent un intérêt, voire qui faillent. Dernièrement, en matière de RGPD, j'ai réuni les avocats référents de mon service et on a évoqué le montant de l'article 700 du Code de procédure civile. On a évoqué aussi la structuration des écritures des avocats. Et c'est bien, on en parle, on peut ne pas être d'accord, et chacun repart en ayant le sentiment de dire, d'avoir pu dire ce qu'il avait à dire. Alors, je répète pour ceux qui sont à distance cette intervention de M. Besson, premier président de chambre à Paris, qui précise deux choses. D'abord, sur la mise à disposition greffe et le fait qu'il n'y ait pas de publicité véritablement de la décision qui n'est pas prononcée à l'oral. Il fait part d'une expérience et d'utilisation extrêmement intéressante des communiqués de presse qui peuvent d'ailleurs annoncer parfois des décisions à venir, ce qui permet d'alerter la presse spécialisée ou peut-être même dans certaines affaires très, très importantes de la presse grand public pour qu'ils soient informés de la décision à rendre et qu'ils puissent la communiquer, ce qui est très intéressant. J'en profite pour faire un petit commentaire, ce qui est très intéressant pour certains types de dossiers, mais sans doute pas les jugements de JCP ou autres, qui veut dire que c'est complémentaire. Effectivement, il y a des décisions, ce serait intéressant, mais peut-être pas pour le tout venant. Et deuxième chose, effectivement, M. Besson insiste sur le nécessaire lien entre avocat et magistrat, cette nécessaire relation de confiance pour pouvoir travailler en conscience. Ce sont vos mots, hein, je ne fais que répéter, je ne suis que votre bouche. Et il insiste sur cette relation qui est extrêmement importante en faisant part d'une pratique qui se fait à Paris, qui est très intéressante dans les juridictions importantes où il y a effectivement des chambres spécialisées, où le barreau de Paris a désigné des référents avocats et on a des référents avocats magistrats par type de contentieux. Ce qui pour moi, en plus, j'insère un commentaire en même temps, ce qui pour moi est très intéressant, puisque travaillant sur la fabrique de la procédure civile, je suis persuadée que ça doit venir par le bas et pas par le haut, et que cette construction et cette maïeutique, selon les besoins, toujours l'idée d'une adaptation de la procédure civile selon les besoins, selon les matières litigieuses, en faisant se rencontrer les acteurs de la justice, référents avocats, magistrats, très bien, je rajouterai le greffier. Effectivement, c'est extrêmement intéressant et ça permet surtout de décoincer des choses, parce que quand on ne se parle pas, Nicolas Gerbet parlait de son expérience, j'ai la même, hein, quand on va à l'ENM, on nous dit « Ah, mais les avocats savent pas rédiger des conclusions », et puis quand on va à l'école du barreau, on nous dit « Ah, mais les magistrats savent pas rédiger des jugements ». Comme ça, tout le monde en a pour son grade. Mais souvent, il y a des stress partagés. J'en veux pour preuve la procédure d'appel. Et quand on arrive à se parler, en réalité, ça dégonfle plein de choses. Et là, les juridictions de taille plus modeste ont un avantage, c'est qu'on connaît ces juges, qu'on a une relation plus directe. Et quand il y a des difficultés aussi, parfois avec le greffe ou certaines règles, on peut aller voir les gens et on peut désamorcer des choses. Ce qui est plus compliqué dans les grosses juridictions, d'où cette nécessaire mise en place des référents et même de ce que j'adore, moi, j'adore le nom Zen Avocat, Zen Famille, Zen Prud'homme, je trouve ça extraordinaire. Il y a une question là. Bien sûr, c'était la taille de la juridiction. Les avocats et chez les pratiques régulièrement, ce n'était peut-être pas la seule possibilité de résoudre tous les problèmes, mais c'est des choses qui se pratiquent de manière à peu près commune dans toutes les juridictions, on va dire, de moyenne importance et toutes petites qu'on a situées. Donc, on connaît son juge, on va le voir directement, mais dans toutes les juridictions de taille moyenne, il y a des référents, il y a des gens, il y en a. Et là, on n'était pas classé dans les petites juridictions, et donc nous avons une intervention pour ceux qui sont à distance de la première présidente à Dijon qui me dit il y a des référents aussi à Dijon, et c'est très bien. Je pense qu'il doit y en avoir à Versailles, il y en a dans beaucoup de juridictions, et en fait, on peut pallier, soit on a un contact direct avocat-magistrat, et c'est très bien, parce que là, c'est plus facile. Et plus la taille de la juridiction est importante, moins le lien peut se faire directement et plus il y a le besoin de relais avec les référents qui ne sont pas, je ne pense pas que c'était le sens des propos de M. Besson, qui ne sont pas réservés à la juridiction parisienne, évidemment. Alors.
Très rapidement, je crois que l'écrit et l'économie ont tué en partie la plaidoirie. Pourquoi? L'écrit, on nous demande de plus en plus de faire des conclusions dans nos procédures écrites, pour faire le rapport également, au plus long, les conclusions se sont multipliées, y compris dans les mêmes. À partir du moment où tout est écrit, la plaidoirie, a priori, est un peu plus. L'économie numéro 2, c'est la gestion de nos cabinets d'avocats. Autrefois, nous avions un avocat et éventuellement un collaborateur, on a aujourd'hui des cabinets pléthoriques. Le cabinet pléthorique, il a des collaborateurs à qui on donne parfois un dossier un peu tard et qui, quand il va plaider, ne fait que relire les conclusions. Effectivement, ça tue la plaidoirie. Je crois qu'il faut se poser la question de l'intérêt réciproque de la plaidoirie. Et quand on vient plaider un dossier, le plaider non pas en reprenant ce qui est écrit, mais en développant ce que notre confrère disait tout à l'heure, le fait que chacun a le droit d'être entendu pour ses petites valeurs, qui sont des valeurs considérables. Excusez-moi, on est pris par le temps. C'est passionnant, mais encore une seule question. Peut-être que tu réponds. Sur l'audience à la suite du Covid, le Conseil national des barreaux a eu au CNB. Le Conseil national des barreaux a énormément travaillé sur l'audience, on en avait parlé tout à l'heure, a rédigé un livre de 300 pages en recueillant les avis de monde, et si on devait en faire une synthèse de quelques mots, que l'audience utile, c'est l'audience au cours de laquelle on a déjà depuis 15 jours des questions qui sont posées par un magistrat à la suite de la lecture du dossier qu'il a pu faire et un rapport complet. J'ai entendu certaines de vos interventions. Oui, c'est ça. Bah oui, donc. J'ai entendu vos interventions sur la même chose. Justement, c'est les questions pas posées qui sont les plus intéressantes. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'une question n'a pas été posée, on se dit on va la poser, ça va expliquer au magistrat, peut-être qu'il aurait dû se poser cette question-là. Et c'est exactement ce que l'on peut copier-coller au contentieux que demain. J'ai suivi en régie des participants qui, 15 jours avant, vous avez y a-t-il plus de 11 salariés, moins de 12 salariés, y a-t-il ceci, y a-t-il cela, et la plaidoirie se résumait en 5 minutes d'intervention, 3 questions auxquelles on avait répondu. Et une question sur laquelle il se disait, conscient de la pas vu, il faut peut-être que je dise quelque chose. Le problème, c'est que comment les États généraux de la justice, j'étais dans cette équipe qui a travaillé aux côtés de Stéphanie qui en a parlé tout à l'heure, on a beaucoup travaillé sur la même chose, sur l'équipe autour du juge. Et que ferait cette équipe autour du juge, si ce n'est justement, elle devrait préparer ce rapport en amont. C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Je le disais ce matin, j'ai eu encore avant-hier, une audience de plaidoirie où j'ai 3 magistrats, 3 de l'équipe autour du juge, qui sont des PPI, qui sont des. Mais c'est eux qui devraient travailler en amont sur le dossier, faire que les questions soient posées, qu'on a peut-être une vraie plaidoirie, et non plus des plaidoiries de lecture de conclusion, comme on en voit fort plus vite. Merci Philippe, parce que tu as fait la transition effectivement avec la prochaine table ronde, et je pense qu'ils seront plus à même de te répondre là-dessus. Merci infiniment.